Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour tout le monde et bienvenue en direct sur Radio Lac. Votre rendez-vous du jeudi, 14h-15h, ça s'appelle Parlons économie. C'est quand vous le souhaitez, en vidéo d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'on a tous ces jolis spots autour de nous sur ontv.ch. Beaucoup de choses dans cette émission car l'économie, c'est large. Nous allons nous intéresser à la santé mentale. On en a beaucoup parlé, évidemment, avec le Covid, mais pas seulement pour les particuliers, mais en entreprise également. Il y a des choses très importantes à savoir, c'est ce que l'on va se dire un petit peu plus tard. Dans cette émission, nous allons parler drone. On vient de vivre à Genève un week-end entier avec des drones. Finalement, est-ce que ce sont nos meilleurs ennemis, ces drones ? On va aussi se poser la question. J'aimerais également accueillir autour de cette table Elsa Fleuret. Bonjour à vous. Bonjour Benjamin. Vous êtes la directrice communication de la CCIG qui organise la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, des tables rondes et notamment des tables rondes du Grand Genève. Voilà, si la thématique transfrontalière vous intéresse, cette table ronde, c'est jeudi prochain à la CCIG. On va vous expliquer comment développer un projet de collaboration transfrontalière. Parce que le Grand Genève, vous le disiez, si ça vous intéresse, mais aujourd'hui, que ça nous intéresse ou non, c'est évidemment une réalité, de toute façon. Donc effectivement, il faut savoir les bonnes pratiques. Vous disiez jeudi prochain, au moment où nous sommes en direct sur Radio Lac, ça sera donc le 1er juin, le matin, avant d'aller travailler d'ailleurs. C'est assez tôt, 7h45 à 9h. Oh oui, pas de repos pour les héros, de toute façon. Inscrivez-vous, tout est sur notre site. CCIG.ch et nos premiers invités, les voici. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Bonjour Arthur Magis. Bonjour. Vous êtes le directeur de Dimension. Bonjour Olivier Nimis. Bonjour. Merci à vous d'être de retour dans ce studio. Vous êtes le directeur de Remicom. Comment transmettre une entreprise ? Parce que finalement, la transmission d'entreprise, c'est quelque chose qui est très prégnant. On en parle assez rarement, je dirais, pour le grand public. Tout d'abord, on va un petit peu synthétiser les choses. Dimension, Remicom, est-ce que vous faites la même chose ? Est-ce que vous êtes une concurrence saine ? Qu'est-ce que vous faites chez Dimension ? En effet, donc Dimension, c'est une banque d'affaires fondée en 1994 à Lausanne par mon prédécesseur, M. Romy. Donc, nous, on intervient sur des opérations de fusion-acquisition. C'est votre spécialité. Voilà, donc on est vraiment dans la transaction d'entreprise où on conseille nos clients qui souhaitent céder le contrôle de l'entreprise ou faire entrer des investisseurs externes pour renforcer leur capital et accompagner le développement de l'entreprise. Et aujourd'hui, vous avez d'ailleurs rejoint, depuis 2015, le groupe BCG. Oui, absolument. Depuis 2015, c'est une filiale à 100% de la Banque cantonale de Genève. Donc là, ce sont véritablement ces actions de vente, de cession. Chez Remicom, vous êtes plutôt dans l'immobilier commercial ? Alors non, on fait aussi de la transition d'entreprise. On est présent sur toute la Suisse. On s'intéresse à un marché un tout petit peu différent de Dimension. On s'intéresse à des entreprises de plus petite taille qui sont en général dans des prix de vente à moins de 10 millions de francs. C'est petit quand c'est moins de 10 millions. En tout cas, pour nous, c'est des grosses entreprises. Mais mon collègue s'intéresse à des entreprises un petit peu plus importantes. Vous voulez déjà... Je dirais qu'on intervient vraiment dans la même filière, mais voilà, on sert un public un peu différent, mais on est tout à fait complémentaires. Et alors justement, est-ce qu'il y a une seule manière là on va vraiment parler transmission d'entreprise, est-ce qu'il y a une seule manière de transmettre son entreprise ? Je dirais que justement, en fonction de la typologie de l'entreprise, il y a vraiment des manières différentes de pratiquer parce qu'on ne s'adresse pas forcément au même public. Et donc c'est vrai que la manière de procéder à la vente et d'accompagner les clients, qui sont aussi des clients assez différents en fonction de la typologie de la société, peut vraiment différer. Donc, je pense qu'entre nos deux pratiques, on a vraiment des approches qui peuvent être assez différentes, ce qui est normal. Quel est l'état à Genève aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont transmises ? Est-ce qu'il y a une suite, et j'espère fin, au Covid qui fait que les gens ont dû se séparer de leurs entreprises ? Alors, pour ma part, je ne sais pas s'il y a une particularité genevoise. En tout cas, on constate qu'en effet, il y a eu un certain nombre d'entreprises qui ont été en difficulté. C'est jamais le meilleur moment pour vendre une entreprise. Je pense même ça complexifie plutôt les choses, alors que c'est déjà des opérations compliquées. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est un vecteur de transaction. Mais je dirais que le marché genevois est un peu comme les autres marchés, impacté par une vague de succession qui a commencé, qui va se poursuivre avec un certain nombre de chefs d'entreprise qui ont déjà dû et qui doivent penser à la remise de leur entreprise, qui peut prendre un certain temps. Donc c'est un des grands facteurs structurants, je pense, en ce qui concerne les PME, en tout cas les PME familiales.
Même constat pour vous? Alors moi, je constate un petit peu les choses différemment. C'est vrai qu'on parle de ces 90 000 entreprises qui seront à transmettre ces 5 prochaines années, vu l'âge des cédants. Et c'est vrai que Covid a accéléré peut-être la décision de certaines personnes de s'arrêter ou de ne pas continuer. Donc oui, on a aujourd'hui, après Covid, après la casse qu'il y a eu malheureusement, il y a des patrons qui sont beaucoup plus à l'écoute aujourd'hui d'un repreneur qu'avant le Covid. Parce que oui, j'imagine que la difficulté pour certaines entreprises, c'est d'avoir voulu continuer alors que le contexte était peut-être difficile et de se rendre à l'évidence 2, 3 ans après. Ou pas? Ou je dis une bêtise? Alors moi, je trouve que la difficulté dans notre métier de transmission d'entreprise aujourd'hui, c'est pas de trouver des repreneurs, c'est de trouver surtout des gens qui veulent céder leurs entreprises, parce que c'est vrai, quand on lit la presse ou quand on regarde certaines émissions, on a l'impression qu'il y a toutes les entreprises en Suisse qui sont à vendre et à Genève sont à vendre. Mais nous, dans notre situation aujourd'hui de spécialistes en transmission d'entreprise, on a plus de problèmes à trouver des entreprises de qualité pour des repreneurs solvables. Alors ça veut dire qu'on en cherche. Moi, par exemple, je peux venir vous voir, Arthur Magis ou Olivier Nimis, bien sûr, et dire « Bonjour, je suis à la recherche d'une entreprise ». Alors, on est contacté très régulièrement, je pense, comme Olivier, par un grand nombre de repreneurs potentiels, que ce soit surtout des personnes, donc des personnes physiques qui nous appellent, qui sont à la recherche d'acquisition. C'est pas trop notre cible pour le coup, parce qu'on s'adresse plutôt, quand on vend une entreprise, nous, à des acquéreurs industriels ou des acquéreurs financiers. En revanche, oui, c'est clair qu'on peut avoir c'est charmant par des gens comme nous que ça passe. Nous, on va dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on publie des entreprises que nous avons sur remicom.com. Donc, on a à peu près 2400 produits en ligne, ce qui génère un demi-million de visiteurs par mois, ce qui génère 2500 demandes d'acquéreurs qui sont intéressés. Alors, intéressés, ça ne veut pas dire que c'est des acquéreurs qui vont aller jusqu'au bout, mais en tout cas, c'est des gens qui décident ou qui vont se décider un jour pour faire le pas de salarié à éventuellement entrepreneur. Et je rejoins tout à fait Olivier sur le fait qu'on entend parler d'une vague gigantesque, d'un tsunami d'entreprises à remettre. Mais c'est vrai que la grande difficulté, c'est de trouver les bonnes sociétés. Ça, c'est clair que c'est pas aussi évident que ça. On constate tout à fait aussi. Est-ce qu'il y a une sorte de trend, c'est-à-dire en ce moment, ce sont plutôt des entreprises, je ne sais pas moi, tertiaires, il y a 5 ans, c'était plus des restaurants, je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi marqué que ça ou pas? Il y a clairement des vagues de consolidation dans certains domaines d'activité, informatique en état en ce moment. Par exemple. Mais oui, il y a certains trends qui s'opèrent dans des secteurs ou des sous-secteurs. En particulier, je ne sais pas, après, en ce qui concerne la restauration ou l'hôtellerie, il y a sûrement eu un peu des trends aussi impactés par le contexte. Tout ce qui est hôtellerie et restauration, nous, on le considère plus comme du commerce. On fait aussi du commerce chez Remicom. Donc là, on parle plutôt d'entreprise. Nous, on voit en tout cas dans les demandes qu'on a, la demande la plus forte qui existe à travers Remicom, c'est des entreprises de services. On continue de parler de tout cela dans quelques instants. Vous restez avec nous sur Radio Lac, bien sûr. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Comment transmettre son entreprise et peut-être pourquoi transmettre son entreprise? On continue de s'y intéresser avec le directeur de Dimension, Arthur Magis, avec également le directeur de Remicom, Olivier Nimis. Alors, vous nous avez expliqué, messieurs, qu'on a plus de difficultés à trouver des gens qui veulent se séparer de leur entreprise que des gens qui souhaitent acquérir une entreprise. Quelles sont les raisons qui vont faire que l'on veut se séparer de son entreprise, au-delà des raisons peut-être d'âge et de maladie? Est-ce qu'il y en a d'autres? La raison principale, en tout cas l'âge, c'en est une, la volonté d'arrêter d'être dans l'opérationnel, et puis la volonté de réaliser aussi potentiellement un gain et le fruit de son travail. Un changement de vie, un divorce, il peut arriver plein de choses dans la vie d'un entrepreneur qui fait qu'à un moment dans sa vie, il décide de vouloir peut-être s'arrêter, donc il va devoir transmettre. Mais j'imagine aussi qu'on le fait toujours le cœur lourd. Je veux dire, c'est comme un enfant, son entreprise. Quand on a créé quelque chose, qu'on l'a vu grandir, et un jour, il faut savoir lui dire au revoir. Alors, on a, je pense, deux types de cédants aujourd'hui. On a les cédants qui sont bien à l'âge de la retraite, qui ont de la peine à sortir de leur entreprise, ce qui est tout à fait normal. Ils ont travaillé 30 ans. Pendant 30 ans, ils se sont levés très tôt dans leur entreprise. Ils sont partis très tard. Donc, c'est un enfant. Donc, c'est des gens qui sont dans une phase compliquée au moment de la cession de leur entreprise. Et puis, on a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui ont des entreprises plus style start-up ou des choses dans la technologie qui sont beaucoup plus dynamiques, c'est-à-dire qu'ils ont créé en pensant qu'ils allaient revendre rapidement. Donc, on a deux typologies de clients bien différentes. C'est ce qui se fait un peu aux États-Unis, typiquement, où il y a des entreprises qui montent très vite dans le but de se faire acheter par un grand groupe informatique. Alors, je ne dis pas qu'on a ça à Genève, mais ce sont des choses qu'on peut voir. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché est plus sur l'autre typologie de vendeurs. Il y a un niveau de préparation psychologique qui est assez variable, en effet, dans ces cas de succession-là. Et c'est vrai que c'est des opérations avec un facteur émotionnel important. Et
Et il est très important pour pouvoir réaliser l'opération le mieux possible qu'il y ait un peu ce travail-là psychologique qui a été fait en amont, et cette préparation-là. On entend souvent, Elsa Fleur, y compris dans ce studio, que la CCIG, finalement, c'est comme une PME, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui représente des entreprises. Quel est votre point de vue par rapport à tout ce que l'on se dit? Oui, on observe peut-être que la pénurie de talents dans certains secteurs d'activité, puisque à la CCIG, effectivement, on représente le tissu économique genevois, donc toutes les industries et les services. Et on peut remarquer effectivement que cette pénurie de talents dans certains secteurs pourrait être un frein, je pense, à une politique d'acquisition. Je voulais aussi peut-être m'en assurer auprès de vous. Je pense qu'en effet, clairement, un point important de vigilance sur lequel les investisseurs sont particulièrement attentifs, parce que c'est un facteur de risque qu'il faut couvrir. Comment je peux, dans des secteurs d'activité où le turnover est important, avoir la capacité de retrouver des talents, donc, ou à préserver ceux qui sont dans la société. Donc ça, c'est clairement des points de vigilance auxquels on fait face sur beaucoup de transactions. Surtout peut-être dans l'informatique, les métiers Je d'informatique. citais ce domaine-là, mais dans beaucoup d'autres, il y a plein de secteurs d'activité où il y a besoin de main-d'œuvre aussi, qui sont Ouais, sujets assez peut-être complexes. la santé. Ouais, la santé, la construction, il y a plein de domaines d'activité où la main-d'œuvre est compliquée à trouver. On a l'impression, quand on vous écoute, qu'on est en train de parler que de très grosses entreprises, mais le marché aujourd'hui de la transmission d'entreprise, quand on analyse les chiffres, c'est quand même des entreprises qui ont 90%, c'est moins de 5 employés. Et la problématique, il y a deux problématiques qui se rencontrent. Un, le cédant n'est pas prêt toujours à transmettre son entreprise, donc il n'a pas préparé sa transmission. Et puis de l'autre côté, comme c'est des repreneurs qui ne sont pas forcément des institutionnels, mais qui seraient quelqu'un qui veut devenir indépendant, qui a peut-être une expérience du métier, très souvent la problématique, c'est le financement de la reprise de l'entreprise. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème très important dans l'économie de notre business. Ça se passe comment dans ces cas-là? Alors, on fait un prêt qu'on va devoir rembourser sur des années ou pas? Comment ça fonctionne? Je pense que c'est plus la typologie d'investisseurs qu'Olivier auquel Olivier peut être confronté. Mais c'est clair que ça nous arrive aussi d'avoir des investisseurs moins établis, moins fortunés en face. Et le financement est clairement un gros sujet. Donc, en fonction de la typologie de la société qu'on va vendre, la capacité à lever de la dette peut être compliqué, mais ça dépend souvent beaucoup du sous-jacent, de l'entreprise aussi qui est ciblée et des qualités fondamentaux de cette société-là. Alors attention, petit numéro d'équilibriste, je vais vous poser 2 questions et en plus prendre une image. Vous allez comprendre. Peut-être une image qui va parler à tout le monde, c'est l'image d'un appartement. C'est-à-dire que quand on cherche un appartement, aujourd'hui, on va facilement le trouver peut-être dans son réseau ou alors à travers quelqu'un qui fait de la chasse aux appartements. Donc ça, c'est peut-être une manière déjà de trouver un appartement. Est-ce que c'est la même chose pour une entreprise? Vous allez nous le dire dans une seconde. Mais de l'autre côté, les régies vont soit mettre la bonne personne dans un appartement, soit la personne qui est prête finalement à payer le plus gros loyer. C'est aussi une réalité. Pareil, est-ce que c'est la même chose pour une entreprise? Je vais répondre. Je vais dire que non. Déjà, on ne travaille pas la même chose. Une régie ou quelqu'un qui vend son appartement va pouvoir donner beaucoup d'informations. Disons, c'est un appartement, 4 pièces, avec une belle vue sur le lac et puis de magnifiques salles de bain. Et il va pouvoir donner un quartier, une adresse. Nous, on travaille dans une confidentialité totale. Ça veut dire que c'est un entrepreneur qui a des employés, qui a des fournisseurs, qui a un banquier peut-être, qui a des obligations. Et on travaille toujours dans la discrétion. C'est-à-dire que moins qu'on en parle dans notre métier, mieux on vend et plus ça sera une vente de qualité, parce que plus qu'on en parle, malheureusement, ça donne des bruits. Il vend parce qu'il est malade, il vend parce que, etc., etc. Donc ça, c'est absolument chose qui est pas bon dans notre métier. Et on insiste bien auprès des cédants d'être très strict sur les informations qu'ils veulent transmettre. Et souvent, on leur dit, mais taisez-vous, laissez-nous faire. On a les clients potentiels, on va les travailler, on va vérifier la solvabilité et leur capacité professionnelle pour vous amener quelqu'un qui tient la route. Et sur la deuxième moitié de la question, on peut peut-être changer d'interlocuteur. Voilà. Est-ce que c'est celui qui est prêt à mettre le plus d'argent sur la table ou est-ce qu'on s'assure que ce soit la bonne personne? Alors déjà, la différence entre un appartement et une entreprise, c'est qu'en fonction du locataire, je dirais, l'appartement, il gardera toujours sa valeur. Par contre, l'entreprise, en 6 mois, elle peut avoir perdu toute sa valeur, en fait. Hein, donc, Changer facilement le locataire, oui. Ouais, puis la valeur a disparu entre-temps. Donc c'est là où une entreprise, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'un bien immobilier. Et il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en considération dans une transaction d'entreprise que dans une transaction immobilière. Voilà,
pour une première partie de réponse en tout cas. Après, voilà, nous, on s'adresse à des investisseurs qu'on a identifiés au préalable, qu'on contacte, qu'on sélectionne, qui nous semblent pouvoir fitter avec l'entreprise. C'est plutôt des investisseurs industriels en général, des concurrents, des gens qui sont actifs dans la même filière, ou des investisseurs financiers qui doivent pouvoir apporter de la valeur à l'entreprise. Dans tous les cas, on peut contacter Arthur Magis, le directeur de Dimension, Olivier Nimis, le directeur de Remicom. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir. Merci. Plaisir, merci. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Avons-nous tout compris au drone? On va se poser la question avec Guillaume Catry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de WinShape. Je vais déjà vous embêter, vous demander de vous rapprocher un peu de votre micro, qu'on vous entende extrêmement bien. Bon, les drones, au moment où l'on fait cette émission en direct à la radio, je le dis pour celles et ceux qui nous suivent à la télé, on vient de vivre un week-end avec 1370 drones dans le ciel genevois. Les drones font donc véritablement partie de nos vies, mais j'ai l'impression qu'on ne comprend pas l'intérêt global des drones. Vous faites quoi chez WinShape ? Alors chez WinShape, on aide les fabricants de drones et les opérateurs de drones à développer des applications de plus en plus risquées, à plus en plus haute valeur ajoutée pour la société. Donc typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte des solutions de test sous forme de services pour caractériser les drones de manière technique et donc créer de la donnée expérimentale sur comment fonctionnent les drones. Puis ensuite, ça permet de prendre des décisions opérationnelles et donc d'arriver vers des drones qui sont de plus en plus autonomes et qui ont de moins en moins besoin de pilotes. Donc c'est à ce stade-là qu'on aura réellement des opérations de drones qui seront, on va dire, scalable, pour utiliser un mot anglais ici, où on aura vraiment un réel business articulé autour des drones. Mais alors ça veut dire, je vous en pose tout de suite la question embêtante, ça veut dire que demain on n'aura plus besoin de pilotes, on aura besoin d'une personne pour, je sais pas moi, 100 drones peut-être, ça sera de votre faute si 99 personnes perdent leur travail. Oui, voilà, mais exactement. L'autonomie, l'automatisation des drones fait qu'on peut effectivement avoir moins de personnes impliquées dans le processus de décision et de pilotage des drones, mais ça fait aussi qu'on peut, sachant qu'on se repose beaucoup moins sur l'humain, on peut faire des opérations qui deviennent de plus en plus risquées, typiquement aller faire de la livraison par drone ou des choses comme ça qui sont difficiles à envisager quand on a une personne derrière chaque drone. Et en plus du risque et de la complexité de faire fonctionner ces business models avec des risques comme ceux-ci, c'est très difficile de rendre ça économiquement viable quand on doit former un pilote par drone. Et imaginez des sociétés comme Amazon ou des sociétés de livraison par drone, ils ne pourraient pas fonctionner naturellement avec un pilote derrière chaque drone. Le fait est que c'est un marché qui a commencé à devenir porteur quand l'armée s'y est intéressée, notamment aux États-Unis, où il y a, et c'est terrible à dire quand on parle de guerre, mais il y a des pilotes au fin fond, je ne sais pas moi, du Wisconsin, qui pilotent des drones qui sont dans des pays très éloignés des États-Unis et qui font ce que certains drones font, c'est-à-dire la guerre. Tout à fait, ouais. C'est vrai que quand on a commencé avec WinShape en 2015-2016, quand je parlais de drones autour de moi, effectivement, on n'avait que le drone militaire en tête. Et puis ça, je pense que ça a bien changé, beaucoup changé depuis. Les gens commencent à comprendre que le drone peut être une valeur ajoutée à la société. Mais il y a encore du travail, clairement du travail à faire. Mais on va vers ça, exactement, vers des drones qui sont plus faciles à piloter depuis à distance, on va dire. Alors, le marché du drone en Suisse, il est comment aujourd'hui et il sera comment demain ? Vous allez me dire florissant demain, bien sûr, grâce à vous, mais encore. C'est-à-dire qu'on a de très belles sociétés en Suisse dans le domaine du drone, donc des très beaux fabricants de drones qui fabriquent des produits très innovants dans des secteurs variés. On a des très beaux produits qui sortent bien souvent des universités, PFL, le PFZ, etc., et qui sont très concurrentiels sur le plan international. On a eu pendant très longtemps des réglementations qui étaient aussi très ouvertes, donc qui permettaient aux fabricants et opérateurs de drones du monde entier de venir chez nous pour faire des démonstrations de use case, en fait, si vous voulez, par exemple de la livraison. C'est pas facile de faire une démonstration de livraison aux États-Unis, donc des fabricants de drones venaient chez nous pour faire ces démonstrations-là. Pourquoi c'est pas facile aux États-Unis ? C'était pas facile parce que le cadre de loi ne le permettait pas, alors qu'il le permettait beaucoup plus facilement chez nous. On avait beaucoup plus de facilité à obtenir des waivers. Des autorisations ? Des autorisations, merci. Oui. Elsa Floret. Je me demandais juste sur ce marché, la proportion entre les drones autonomes et puis les drones pilotés finalement. Il me semble que c'est une minorité aujourd'hui. Aujourd'hui, exactement, on est sur des drones pilotés dans la grande majorité des cas. Et c'est même assez rare qu'on ait des fabricants et des opérateurs de drones qui aient été suffisamment loin pour faire des opérations
au-delà du champ de vision du pilote. Donc ça, c'est aussi un gros aspect, hein. C'est-à-dire que pour avoir des opérations de drone à valeur ajoutée, il faut qu'on puisse piloter depuis loin. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut déjà travailler lourdement pour pouvoir arriver à ce stade-là en tant que fabricant ou opérateur de drone. Mais est-ce que la technologie est là? Aujourd'hui, la technologie, on peut discuter pendant 1000 ans de la pertinence de cette technologie, mais pour qu'une voiture se conduise toute seule, la technologie est là. Est-ce qu'on peut prendre cette technologie, la mettre dans un drone et il se débrouille? Oui, je crois que la partie véhicule autonome, que ce soit les drones ou les voitures, voilà, n'importe quoi, on est sur la partie, on est surtout sur la partie, on bute sur la partie compliance ou La législation. la législation, mais Je fais de la traduction, ouais, vous en merci, faites pas, allez-y. Vous êtes là pour parler. Pas de donc problème. typiquement on a des véhicules autonomes qui doivent prendre des décisions et qui doivent justifier ces décisions par des contraintes techniques ou etc. Et ça, c'est très difficile de faire un véhicule qui saura toujours prendre la bonne décision et qu'on pourra toujours justifier. Il faut tester tous les cas possibles et ça, c'est très 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 compliqué d'arriver dans des opérations. C'est même de la philosophie. Il y a ce qu'on appelle le théorème du tramway, des choses comme Ouais, ça. ouais. Enfin, Et en termes d'assurance, finalement, parce que tous ces nouveaux risques et cette prise de responsabilité, de décision, elle incombe plus à l'humain, Oui. mais à l'humain qui a quand même piloté, mais inventé cette technologie et implémenté cette technologie. Donc comment ça se passe en termes d'assurance aujourd'hui? Oui, c'est clair qu'il y a toujours quelqu'un qui est responsable, hein, notamment dans les cas de défaillance, dans les cas d'accident. On a toujours quelqu'un qui va regarder à qui est la faute. En fait, dans l'autre cas, avec Winshape, une des choses qu'on essaie de faire, c'est de mettre ensemble des données de test. Donc, comme je le disais avant, on teste des drones dans des centres, dans des laboratoires. On crée des données qu'on peut ensuite exploiter durant les opérations. On mélange ces données de test avec des données opérationnelles pour créer en fait une intelligence opérationnelle qui nous permet de prendre des décisions. Et puis cette intelligence opérationnelle-là, elle est finalement potentiellement responsable de prendre des bonnes ou des mauvaises décisions. Et ça, c'est des choses qu'on doit défendre, mais généralement, on doit développer les choses, que ce soit cette intelligence ou un drone ou un système mécanique ou autre, on doit le développer selon une réglementation qui existe ou qui n'existe pas. Et puis, dans le cas des drones, il n'y a pas grand-chose qui existe, donc tout est à faire et c'est très intéressant d'être dans ce marché. cette intelligence-là, elle n'est pas artificielle, hein. On continue d'ailleurs d'en parler dans quelques instants. Vous restez avec nous sur Radio Lac et sur One TV. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Toujours en compagnie du CEO de Winshape, Guillaume Catry. Est-ce qu'on a tout compris aux drones? Je crois que non, hein, puisqu'on a encore des questions à se poser, à vous poser. Les drones, alors là, bien entendu, on parle de drones professionnels. Il y a beaucoup de personnes qui ont des drones personnels, qui le font voler pendant 5-10 minutes, puis après, il faut changer la batterie, c'est bien dommage. La législation en Suisse, est-ce qu'elle est plus stricte que dans d'autres pays, moins stricte que dans d'autres pays? Donc la législation suisse, la Suisse a adopté la réglementation européenne depuis le 1er janvier de cette année. Donc on a finalement les mêmes règles qu'en Europe. Donc ça, c'est une première chose. Et puis voilà, c'est une réglementation qui est assez claire, qui est d'ailleurs décrite sur le site de l'OFAC, hein, que n'importe qui peut trouver, qui est assez simple, assez clair. Hein, Je pense bien que vous l'avez appris par cœur. mais pas plus que ça, parce que c'est vraiment le drone, disons, De loisirs de loisirs ne nous touche pas beaucoup dans notre quotidien au travail. Ouais. Oui, mais alors, par exemple, c'est vrai qu'on ne peut pas aller au-dessus de choses sensibles ou quoi, mais vous non plus. C'est-à-dire que vous, quand vous faites voler des drones pour une raison ou pour une autre, vous devez bien rester dans cette législation. Oui, alors nous, on fait des tests de drones en laboratoire, donc on est vraiment dans un environnement contrôlé, en intérieur, vous voyez ce que je veux dire, derrière Oui, bien des sûr. instruments. Donc Et notamment des tests de climat, ça je trouve ça fascinant. Oui, tout à fait. On les teste jusqu'où? Donc ça dépend un petit peu du risque de la mission, mais typiquement plus la mission est risquée, plus le test doit être rigoureux. Donc des tests de froid, des tests si vous voulez faire un modèle de livraison de drone en Suisse et que vous avez testé votre drone entre 20 et 30 degrés, vous pourrez probablement opérer pendant 2-3 mois sur l'année. Mais voilà, et donc il y a ces limitations-là, ces limitations opérationnelles viennent du la batterie de test que vous avez fait. Donc plus vous faites de tests, plus vous pouvez opérer vos drones. Mais ça veut dire que vous, derrière, vous pouvez dire, OK, ce modèle de drone résiste mieux à telle ou telle chose. Oui, tout à fait. Donc vous avez un catalogue de combien de références? C'est peu pour l'instant, mais c'est vers ça qu'on tend finalement. On n'est encore pas équipé d'un laboratoire à proprement parler de drones chez nous. Mais par contre, on a signé un bail tout récemment aux États-Unis, dans l'État de l'Oklahoma, pour 2000 m² de hangar
dans lesquels on développe 8 laboratoires, notamment des laboratoires sur le climat, etc., pour tester les drones dans toutes ces conditions. Pourquoi aux États-Unis, dans l'Oklahoma? Notamment, alors qu'on est à Genève et que vous venez nous parler de ça. Notamment pour des raisons de financement, notamment pour des raisons de stratégie étatique. Finalement, on a des stratégies qui sont beaucoup plus établies aux États-Unis. On est en plein boom de la guerre économique avec la Chine. Les États-Unis et la Chine se battent un petit peu sur la question des drones, qui sortira gagnant de cette histoire-là. Donc on est en retard. Non, mais pour dire les choses. Disons qu'on n'est pas en retard parce qu'on est technologiquement, beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés, de start-up, etc., développent des produits qui sont très concurrentiels, encore une fois, sur le marché international, que les réglementations ont bien suivi. Et pas mal de réglementations dans le monde ont été créées sur une base suisse, à la base. Donc on a vraiment une économie qui était assez avant-gardiste en Suisse. Maintenant, difficile de concurrencer les États-Unis, ouais, ça c'est clair. Vous dites guerre États-Unis-Chine, ça veut dire que vous irez aussi ouvrir quelque chose en Chine ou pas? On a des clients en Chine, donc on est vraiment pas fermé, à part dans la question de fabriquer des produits. On doit fabriquer des produits pour les Américains, et puis on a des réglementations qui nous empêchent de mettre des composants typiquement chinois dans les machines qu'on fabrique, etc. Donc c'est clair qu'on est toujours embêté par cette question États-Unis-Chine. On n'est pas du tout fermé, par contre, pour aller faire du business en Chine. Ouais. Parce qu'on va quand même parler financement. On n'est pas fermé pour faire du business en Chine. On va ouvrir une usine aux États-Unis. Vous avez un contrat avec un organisme gouvernemental sud-coréen. On en parlait hors antenne. Vous m'avez dit, oui, c'est un contrat parmi les autres. Je suis désolé, je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont des contrats avec la Corée du Sud. Voilà, donc ça c'était En fait, depuis 2017, on fabrique des machines qui permettent de recréer les conditions de vol des drones à l'intérieur d'un laboratoire, donc des conditions contrôlées, répétables, etc. Il faut imaginer un mur rempli de milliers de petits ventilateurs. Et en contrôlant chacun de ces ventilateurs, qu'on appelle des pixels de vent, on arrive à créer des conditions météo pour tester les drones en intérieur. Et ça, c'est des machines qu'on vend à l'international, et notamment ce contrat-là que vous mentionnez en 2019 en Corée. Ouais. Et tout ça est passé par la Fondation d'aide aux entreprises. Voilà, bon, pour la Corée, c'était un facilitateur de financement, je le dis pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Exactement. Pour la Corée, le problème qu'on avait, étant une petite entreprise, quand on reçoit un contrat de production pour 700 000 francs et qu'on manque de trésorerie, typiquement, on s'est tourné vers la FAE pour avoir une avance, un prêt ou une garantie de crédit pour pouvoir financer les coûts de production pour cette soufflerie ou machine pour le gouvernement sud-coréen. Donc vous êtes une entreprise qui a plutôt bien décollé, quoi. Oui, aujourd'hui, ça va plutôt bien. On a des clients partout dans le monde, aux États-Unis, en Asie, en Europe, effectivement. Quel est l'avenir? Est-ce que le drone, on a bien compris, va s'insérer de plus en plus dans notre quotidien au travers de professionnels? On pense par exemple à la livraison. On pense aussi, pourquoi pas, à des taxis autonomes qui pourraient nous emmener d'un côté du lac vers l'autre. Est-ce qu'on sait vers quoi ça va tout ça? Et en termes de projet, qu'est-ce que vous avez qui arrive? Alors, c'est hyper difficile de savoir si même la livraison par drone va fonctionner, parce qu'il y a énormément de questions technologiques, il y a des questions régulatoires, il y a des questions d'acceptation par la société de ce genre de modèle, etc. Donc c'est très très difficile pour moi comme pour tout le monde d'ailleurs de dire si ça va fonctionner ou non. Mais on a typiquement des entreprises comme Airbus qui testent des use cases avec des cas avec des hélicoptères pour faire donc transporter des gens dans les villes dans lesquelles les hélicoptères sont permises, par exemple à Rio. Et on a des modèles type Uber de transport de personnes en 3D par les airs, qui sont aujourd'hui développés par des sociétés comme Airbus. Ouais. L'avenir est fascinant. Oui, dans ce domaine-là, c'est assez fascinant, ouais, c'est clair. Vous êtes le CEO de WindShape avec vos pixels, vos pixels devant, c'est quoi, 24 cm par 24, je crois. Voilà, chaque pixel est 80 mm de diamètre, effectivement. Ouais, c'est assez impressionnant. WindShape, dont vous êtes donc le CEO. Guillaume Catry, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Bonjour Dominique Brettinger. Bonjour. Vous êtes responsable pour les projets stratégiques et partenariats de l'E4S. On va s'intéresser à cela dans quelques instants. Quentin Galéa, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes chercheur et responsable de l'étude santé mentale. Pourquoi est-ce qu'il y a une étude de santé mentale? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors parce que c'est une problématique qui est évidemment extrêmement importante aujourd'hui, que ce soit simplement pour les entreprises ou bien au-delà, même si on s'intéresse aux questions sur la planète et à l'environnement, il faut déjà être bien dans sa tête pour pouvoir aller voir plus loin. Donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse de très près aujourd'hui. Et c'est une étude qui a été lancée par qui? Alors justement, Enterprise for Society, qui est ce partenariat dont mon collègue va plus parler entre IMD et EPFL
et l'Université de Lausanne. Et moi, je suis principalement chercheur et spécialiste en statistique et en études de causalité. Donc évidemment, pour répondre à n'importe quelle question, comme est-ce qu'on peut enseigner ou transmettre des clés qui vont améliorer la santé mentale, pour mesurer cet impact et voir s'il y a vraiment un effet causal, il faut beaucoup de recherche et de maths derrière. Donc c'est pour ça que moi, je suis dans cette équipe. On va s'y intéresser un petit peu plus tard dans ce focus, mais avant ça, intéressons-nous justement à l'IMD, à ce centre. Alors c'est E4S, E4S, Enterprise for Society. Vous allez donc pouvoir nous en dire un petit peu plus, Dominique Breitinger. Oui, merci beaucoup aussi pour cette opportunité. Donc E4S, ça fait 3 ans qu'on existe, et c'est IMD, EPFL, Uni, Université de Lausanne, HEC, qui se sont mis ensemble parce qu'on s'est dit clairement, on vit dans une réalité, dans un monde tellement complexe et avec des défis tellement grands comme changement climatique, transition de l'énergie, mais aussi comment transformer aussi le marché des finances. Donc, seul, on n'arrive pas. Donc, on s'est mis ensemble, évidemment aussi, parce que on peut aller beaucoup plus loin et on s'est rendu compte que la société aussi veut que les chercheurs, comme Quentin, quittent l'isolation académique pour vraiment aussi adresser et travailler vraiment les questions d'une manière appliquée aussi avec l'industrie main à main. Oui, c'est le meilleur des deux mondes d'une certaine manière. Vous le voyez comme ça? Oui, tout à fait. L'aspiration, l'ambition, elle est grande. On aimerait bien créer un MIT, vraiment un centre de recherche et éducation phare en Europe. Et comme ça, on a travaillé sur 3 axes. On a créé un master qui marche très bien. On accueille vraiment les meilleurs du talent. Travailler sur la sustainability, durabilité, technologie, innovation. On fait deuxième chose, la recherche appliquée avec l'industrie, avec les chambres de commerce. Et dernièrement, on travaille aussi sur l'innovation. Comment on peut stimuler aussi les startups, les PME sur les solutions dans cette lémanique. Je vous voyais être absolument d'accord, Quentin Guéléat, avec ce que vous venez d'entendre. Ça manque aujourd'hui, cette espèce de MIT européen, le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, les PFL, l'UNIL, ça suffit pas? Alors, principalement, déjà, il y a ce premier facteur, c'est qu'on fait face à des problèmes qui sont de plus en plus complexes et larges, et du coup, d'assembler nos forces et de travailler de manière interdisciplinaire avec ces 3 pôles qui sont au même endroit, IMD, EPFL et UNIL, qui travaillent sur des questions similaires mais avec des angles différents, ça peut que nous enrichir. Et ce qui me faisait beaucoup réagir, c'est évidemment, comme Dominique l'a dit, c'est que nous, on est vraiment, à Enterprise for Society, on est focalisé sur l'impact pour la société, pour le monde réel. Alors que, étant chercheur, dans le monde de la recherche, dans le monde académique pur, c'est pas le driver principal, le moteur principal, c'est la publication scientifique pure, la citation scientifique, qui est citée par qui? Par d'autres scientifiques. Donc c'est souvent des choses qui sont obscures, qui parfois sont utiles pour la société, mais sans que ça soit le driver principal. Et c'est ça qui me tient à cœur aujourd'hui. Donc, je suis ravi de porter ça et d'être dans cette institution. Alors, comment tout cela est financé? Parce que j'avais cru comprendre, mais vous le saurez bien mieux que moi, messieurs, que typiquement, on lance une étude, on a des résultats intermédiaires qu'on va faire publier dans une revue Science, Nature, donc on va en parler beaucoup, avec les médias qui aiment bien digresser et dire, je sais pas moi, le café ça rend moins bête, alors il faut boire du café. Alors c'est un raccourci toujours un petit peu rapide, mais surtout ça permet ensuite d'emmagasiner un peu plus d'argent pour pouvoir continuer cette étude. Donc c'était ça tout l'intérêt. C'est pas le cas, du coup, ce n'est plus le cas avec ce que vous proposez? Alors là, vraiment, on travaille main à main avec l'industrie. Et là, c'est vraiment l'idée, par exemple, on travaille avec Lombardier pour analyser comment on peut rendre une économie beaucoup plus circulaire. Et nous, on est un non-for-profit, ça veut dire qu'on va quand même faire la recherche empirique profondément et neutre, mais on veut quand même sensibiliser les publics pour un changement comportemental et aussi économique. Et dans une revue scientifique, ça ne marche pas. Et comme ça, on veut vraiment approcher la vie d'un scientifique avec aussi un économiste dans une industrie qui cherche juste peut-être le bilan, le profit économique. Et ça se passe toujours bien? Mieux en mieux, parce qu'on reçoit beaucoup quand même de demandes de l'industrie. Avec Romandie Énergie, on essaie de travailler sur un observatoire de la décarbonisation de la Romandie. On travaille avec la Banque cantonale sur créer peut-être mesurer en valeur verte dans l'immobilier. Et surtout, ça se passe très bien parce qu'on travaille avec les étudiants. Les jeunes, eux, ils veulent un autre monde. Ils veulent peut-être voler les drones, comme on a vu avant, mais ils veulent aussi un autre monde, une autre économie. Ils veulent aussi, avec l'être humain, soit au centre. Peut-être aussi,
On va continuer de parler de tout ça entre jeunes dans quelques instants sur Radio Lac et sur One TV. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. On parle de la santé mentale, entre autres. On parle de l'économie et de la recherche mariés ensemble avec Dominique Breitinger, le responsable pour les projets stratégiques et partenariats de l'E4S Enterprise for Society. Quentin Galéa, chercheur et responsable donc, de cette étude autour de la santé mentale. Alors maintenant, on va justement s'intéresser à cette étude. C'est l'un des projets de l'E4S. Résilience, santé mentale des employés. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Alors pour l'instant, on a lancé ce projet qui est en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Resilience Institute, qui est une entreprise globale de training de résilience, donc qui apprend, donc c'est lié à la santé mentale, ça apprend à être plus résilient, à faire face à l'adversité, parce qu'on ne peut pas empêcher l'adversité d'arriver, mais est-ce qu'on peut entraîner les gens, et en particulier dans les entreprises, à pouvoir mieux faire face à ce type d'événement. Et en fait, c'est la question qui est posée. Et maintenant, pourquoi on a besoin de chercheurs et de recherche fondamentale, et quelqu'un comme moi qui fait des stats, qui a été formé en statistique, pour répondre à ces questions? Simplement parce qu'en fait, c'est toujours les questions qui sont importantes aujourd'hui, c'est des questions d'aspect causal. Si on fait ça, quelle est la conséquence? Si on arrête de produire et de vendre des voitures avec un moteur à essence en 2035, est-ce que ça aura un impact positif sur l'environnement ou non? Est-ce que si je vire et je change mon CEO dans l'entreprise, est-ce que ça va pouvoir booster la situation dans mon entreprise? Est-ce que toutes ces questions, c'est des questions causales qui sont importantes. Mais prouver la causalité, c'est extrêmement complexe. Je souris parce que je me dis, on est en 2023 et on ne s'était pas encore dit, tiens, est-ce que si je change le CEO, le PDG de l'entreprise, ça a un bon ou un mauvais impact? Alors, ce qui se passe, c'est que ici, si c'est par exemple, ça dépend quelle entreprise, ça dépend à quel horizon de temps, ça dépend. Le monde est tellement complexe, en fait, c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a tellement de facteurs à la fois que pour enlever tout ça, il faut beaucoup de statistiques et travailler sur ce qu'on appelle la causalité. Et pour la statistique, voilà aussi, la santé mentale, ça reste un black box quand même. Évidemment, heureusement, on a eu Covid, parce que là, quand même, on a maintenant reçu l'attention que la santé mentale, burn-out, dépression, c'est quelque chose qui existe, qui est réel. On ose aussi en parler. Mais par contre, ça fait que 4 ans que l'OMS, Organisation mondiale de la santé pour la santé, a décrit burn-out, inclut burn-out dans leur catalogue des maladies mentales. Et donc là, on s'est dit, maintenant, il faut aussi travailler, pas seulement sur la transition énergétique ou au changement climatique, non, aussi sur la santé, parce que tout est interconnecté. Et comme ça aussi, il faut vraiment mettre l'accent sur la santé mentale, parce qu'on sait bien que juste une organisation qui a une bonne santé mentale, évidemment, avec les employés, est performante. Et là, c'est quelque chose qu'on observe. Il y a des hypothèses qu'on travaille avec Quentin. Quelle est la culture de l'entreprise? Quel est le leadership? Comment est-ce qu'on s'en inclut, apprécié? On travaille beaucoup mieux, évidemment. Et finalement, pour prendre une décision, une bonne décision, il faut aussi avoir un esprit calme et résilient. Et ça, c'est quelque chose qu'on va bien tester et analyser. Mais alors, ça veut dire que pour ça, on va avoir, pour toutes ces choses-là, on va avoir ce qu'on appelle des KPI, les Key Indicator Performance, des indicateurs clés de performance pour savoir si la santé mentale des employés est bonne, pour savoir si le climat de l'entreprise est bon. On va pouvoir vérifier, valider tout ça. Alors, comme je l'ai dit, en fait, c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin de recherche, parce que ces questions sont très complexes. C'est-à-dire, dans ce que vous avez mentionné, ce qu'on a discuté off-record, c'est qu'en fait, c'est très dur de mesurer ce type de choses, par exemple avec des surveys, avec des questionnaires, parce que les gens peuvent manipuler leurs réponses. Ils peuvent avoir ce qu'on appelle un biais de désirabilité, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'on attend d'eux potentiellement et répondre pas forcément ce qui est la vérité. Et donc, tout le monde n'a peut-être pas non plus, mais le même seuil de tolérance à certaines choses. Totalement. Donc il y a toujours du bruit, c'est ce qu'on fait en statistique, c'est qu'on essaie de séparer le bruit du signal, on essaie de savoir s'il y a vraiment quelque chose ou c'est juste aléatoire. Et en fait, nous, grâce à la recherche, on va aller au-delà de simplement des choses que les personnes vont reporter par questionnaires qui pourraient manipuler volontairement ou involontairement, mais aussi en observant des changements de comportement, des changements comportementaux et en construisant, bien sûr, sur l'épaule des géants de la recherche, qui montrent qu'avec des décennies de recherche dans un champ, qu'on peut tester de telle ou telle manière, de manière assez propre, les changements comportementaux dans différents contextes. Et nous, on va principalement s'intéresser à ça. Elsa Fleuret. La petite question, c'est quand vous disiez la causalité, c'est très complexe de la déterminer. C'est à cause de tous ces biais de désirabilité ou comportementaux, c'est ça? Principalement, il y a tout ce genre de biais qui vont questionner la causalité d'un effet, mais simplement parce que le monde est extrêmement complexe et qu'il y a plein de facteurs. Donc en général, ce que j'enseigne et ce que je partage avec la plupart des gens quand on veut questionner la causalité, c'est que souvent les gens vont prendre des statistiques, montrent que deux choses bougent ensemble et dire
cause-conséquence. Et en fait, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui pourrait expliquer cet effet ? Et s'il y a quelque chose d'autre, est-ce qu'on a réussi à séparer cette autre histoire ou pas ? En fait, il y a toujours des dizaines d'histoires. Par exemple, et je peux vraiment l'illustrer, il y a un des papiers qui est le plus cité et que j'ai vu dans des documentaires cités, qui est sur l'impact des douches froides sur justement l'absentéisme au travail, et qui est le résultat phare qui est cité partout de cette étude qui est publiée dans un très bon journal, PLOS ONE, avec 3000 participants en Hollande. Ça m'inquiète, je prends des douches chaudes. C'est qu'il y a une réduction pour les personnes dans le groupe qui ont été allouées aléatoirement à ceux qui font des douches froides. Il y a une réduction des jours où il manque le travail de 1/3, donc énorme pendant l'étude. Beaucoup moins d'absentéisme au travail. Et on est sûr que c'est lié à ça ? Exactement, Voilà. ce n'est pas le cas, à mon avis. Non, mais c'est Et ça. en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, on peut fortement questionner ces résultats parce que la causalité n'est pas parfaite. Pourquoi ? Il y a un effet placebo, c'est-à-dire qu'on sait, au moment, moi j'en ai fait, des douches froides, on se sent plus fort, on a envie de se dire « Ah, mais j'ai pas vraiment un rhume, parce que maintenant j'ai ce pouvoir magique, je peux affronter tout grâce à ces douches froides. » Il y a un effet placebo qu'ils ne peuvent pas enlever dans cette étude. Il y a un biais de désirabilité, comme je l'ai manqué, c'est-à-dire qu'ils savent, et tous les résultats de cette étude sont reportés volontairement. Donc on ne sait même pas si les gens ont fait compliance, ils ont fait leur douche froide, peut-être juste qu'ils disent « J'ai continué de le faire », et qu'après ils disent j'ai pas vraiment moqué le travail parce qu'ils savent que c'est ce qu'on attend d'eux. Et dans ces cas-là, ça va être très dur, et pourtant c'est un papier très largement cité, c'est ce que je vois tous les jours parce que c'est mon obsession et mon créneau de travail là-dessus. Et du coup, dans ce type d'études, avec The Resilience Institute, qui eux veulent vraiment savoir, ok, nous on a plein de preuves qui nous montrent que c'est efficace notre travail, mais ils se posent sincèrement la question, est-ce qu'on peut le démontrer scientifiquement ? Et dans ce cas, ça serait très important, évidemment, comme résultat pour la société, pour les personnes, pour les entreprises. J'espère en tout cas que les résultats de votre étude ne nous donneront pas une douche froide, évidemment. Quentin Galéa, chercheur responsable de cette étude autour de la santé mentale. Dominique Breitinger, je rappelle que vous êtes responsable pour les projets stratégiques et partenariats à l'E4S, E4S en bon français. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, naturellement, pour Parlons Économie. Merci à Noah Sherman pour la réalisation, Nicolas Grangier pour la préparation, Arnaud Rochat dans quelques instants. Et moi, je vous dis au revoir avec Culture Club, évidemment, Tina Turner. One TV, programmé VOD sur onetv.ch.